Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sciences Publiques, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. Vous le savez, la promesse est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Avec au sommaire de ce 15 octobre, le Hezbollah qui propose un cessez-le-feu à Israël tout en tirant des roquettes sur une grande ville du nord, Haïfa. Les combats continuent au Liban et n'épargnent pas les casques bleus de la finule. D'où vient la défiance entre Israël et les Nations Unies? Quelle est la stratégie du Hezbollah, notamment avec les drones? Quelle forme pourrait prendre la riposte israélienne à l'attaque de l'Iran du 1er octobre dernier? On répond à toutes ces questions juste après les titres. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, on se demande qui sont les riches de France? Ciblés par le Premier ministre pour un impôt exceptionnel, ont-ils été particulièrement choyés par Emmanuel Macron depuis 2017? Sa théorie du ruissellement est-elle un leurre? À partir de quel revenu, de quel patrimoine est-on riche? Faut-il mieux redistribuer l'argent amassé? Ne ratez pas notre débat sur les riches de France, leur place dans notre société en 2024. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la guerre sur plusieurs fronts qui continue au Proche-Orient. Les dernières informations détaillées par Samia Dechir. Les frappes ne faiblissent pas. L'armée israélienne poursuit ses bombardements au Liban, au sud et à l'est, comme ici, à Baalbek, où l'hôpital est désormais hors service. Jusqu'ici concentrée sur ces régions où le Hezbollah est bien implanté, elle a aussi visé le nord hier pour la première fois, tuant 22 personnes dans le village d'Aïto. Inquiète, l'ONU réclame une enquête indépendante sur cette frappe. Nous avons de réelles préoccupations concernant le droit international humanitaire, c'est-à-dire les lois de la guerre et les principes de distinction, de proportion et de proportionnalité. Notre bureau demande une enquête rapide, indépendante et approfondie sur cet incident. L'ONU assure que ces casques bleus présents au Liban garderont leur position, alors qu'au moins 5 d'entre eux ont été blessés ces derniers jours par l'armée israélienne. De son côté, le Hezbollah affirme avoir tiré une nouvelle salve de roquettes sur le nord d'Israël, 2 jours après une attaque qui a tué 4 soldats et blessé 26 personnes à Haïfa. Le groupe se dit prêt à frapper n'importe où sur le territoire israélien. Puisque l'ennemi israélien a pris pour cible l'ensemble du Liban, nous avons le droit, du point de vue de la défense, de prendre pour cible n'importe quel endroit du territoire de l'ennemi israélien. Le seul moyen d'éviter une telle escalade, prévient le Hezbollah, serait un cessez-le-feu. Mais le Premier ministre israélien a clairement exclu cette option. Je tiens à être clair, nous continuerons à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth. La situation au Moyen-Orient sera demain au cœur d'un sommet entre l'Union européenne et les pays du Golfe pour tenter d'éviter un embrasement généralisé. La Turquie a appelé aujourd'hui à des sanctions contre Israël, estimant que le temps de la diplomatie était désormais dépassé. Pourquoi Benyamin Netanyahou cible-t-il les casques bleus? C'est l'un des thèmes, le thème peut-être central de ce débat. Et je vous présente mes invités. Alexandra Schwarzbrod, bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération et ancienne correspondante à Jérusalem. David Rigoleros, bonsoir et bienvenue, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le dernier numéro, justement, porte sur le Liban. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, professeur des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient et auteur de ce livre Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, qui est publié aux éditions Actes Sud. J'accueille Sophie Dravinel. Bonsoir Sophie, bienvenue à vous, éditorialiste politique. On va reparler des relations entre Israël et l'ONU et avec ces casques bleus de la finule au centre des débats. Mais je commence par le Hezbollah, Alexandra Schwarzbrod. À quel point, si on essaye de prendre un tout petit peu de recul, à quel point est-il affaibli par les frappes aériennes, les incursions terrestres de l'armée israélienne? Il est considérablement affaibli. Après tout ce qui s'est passé, si on part de l'opération des beepers et des talkie-walkie déjà, qui avaient réussi à
pas forcément tué, mais en tout cas blessé durablement des grands cadres du Hezbollah, et ensuite les différentes frappes qui ont touché la tête du Hezbollah, plus tous les bombardements qui parviennent à détruire des infrastructures clés du Hezbollah, il est donc affaibli. Mais le Hezbollah, malheureusement, c'est comme le Hamas. Pour 10 chefs tués, il y en a 10 autres qui sont prêts à prendre la relève. Donc on voit bien que Benjamin Netanyahou, après le Hamas, a décidé d'éradiquer, comme il avait dit, le Hezbollah, mais d'une façon telle que ça risque de renforcer encore la colère et l'envie de vengeance, et on est parti dans un cycle sans fin. Donc certes, le Hezbollah est affaibli, mais il n'est pas du tout éliminé. D'ailleurs, on voit bien qu'il continue à tirer des roquettes ou des missiles sur Israël. À tirer, à communiquer. On entendra un extrait d'une déclaration de Naïm Kassem dans un instant. David Rigoleros, il y a eu cette attaque au drone dimanche qui a tué 4 soldats israéliens. Comment vous l'analysez? À quel point elle change la donne? Elle ne change pas la donne, mais elle montre que le Hezbollah est toujours actif. C'est-à-dire que malgré l'entreprise, d'abord la guerre d'attrition aérienne sur les sites de lancement, les opérations terrestres, puisque l'empreinte terrestre est de plus en plus importante, même s'il n'y a pas une invasion comme en 1982, quand même, il y a des opérations très importantes, et les Israéliens voient que sur le terrain, il y a de la résistance. Donc malgré la décapitation qui affaiblit incontestablement la structure, on ne peut pas le nier, c'est ce qui inquiète Téhéran d'ailleurs, le Hezbollah n'a pas disparu. C'est même un peu différent par rapport au Hamas, parce que le Hezbollah, c'est aussi un parti libanais. Donc il est ancré dans la société libanaise, c'est pas un corps étranger, il a une représentativité, alors qu'on peut critiquer par ailleurs, mais en tout cas, il est là. Donc c'est pas seulement effectivement un groupe armé, mais il y a probablement un calcul des Israéliens, enfin de Netanyahou en particulier, mais c'est l'idée que l'affaiblissement durable du Hezbollah va modifier la donne au niveau de l'échiquier libanais, sur l'équilibre des forces au Liban. Oui, ça on y reviendra. Je trouve que c'est une des thématiques très intéressantes. Je parlais de Naïm Kassem, numéro 2 du Hezbollah, qui a pris la parole aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses dans sa déclaration. On a retenu cet autre passage. Vous en avez entendu un extrait dans notre sujet d'ouverture. C'est ce moment où, finalement, il dit aux Israéliens, la solution, c'est un cessez-le-feu. Écoutez. Je dis Israël, la solution est le cessez-le-feu. Je m'exprime en position de faiblesse, car si Israël n'en veut pas, nous continuerons. Alors, dans cette même déclaration, on entend Naïm Kassem menacer d'attaquer partout en Israël. Donc, Jean-Paul Chagnollot, je me tourne vers vous, parce qu'il y a d'un côté proposition de cessez-le-feu, de l'autre ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire des tirs de roquettes, des attaques qui continuent contre un char israélien, entre autres. Et puis, cette proposition de cessez-le-feu, contrairement à ce que dit le numéro 2 du Hezbollah, est-ce qu'il n'y a pas là un petit aveu de faiblesse? Comment vous l'interprétez? On peut interpréter de différentes façons, mais moi je crois qu'on ne peut pas réclamer un cessez-le-feu dans un rapport de force où on est le plus faible. Donc il faut forcément montrer qu'on est capable de continuer la bataille et donc d'envoyer effectivement des drones. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les cibles de ces drones du Hezbollah. C'était une base militaire. Oui. Ils n'ont pas choisi d'attaquer une ville, par exemple, ou des civils. Et donc pour le moment, il semble bien qu'ils soient sur cette ligne de cessez-le-feu sur le plan politique. Mais c'est vrai aussi de l'Iran à un moment donné qui demandait un cessez-le-feu. Donc, et puis là, les Américains et les Français, on le sait bien, ont fait cette demande dès le début et Macron continue à le faire à juste titre. Donc je crois qu'il y a une opportunité, sauf que je pense que Netanyahou est emporté dans une espèce d'hubris dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est-à-dire qu'il pense que par la force, il va régler toutes ces questions qui sont des questions énormes et évidemment, il ne le fera pas. Et ça, on aboutit à... Moi, ce qui me frappe le plus dans cette... Je ne sais même pas si on peut parler de guerre, on est espèce dans un état de guerre
guerre, plus qu'une guerre qui serait limitée dans le temps. Et ce qui me frappe le plus, c'est les transferts de population, ce qui, entre parenthèses, du point de vue du droit international humanitaire, est un crime de guerre. Donc des transferts de population en masse à Gaza, des transferts de population en masse aussi au Liban, parce que ça représente au moins 1 million. Alors, oui, les 1 chiffres, million, 1 million 200 000. Oui, c'est ça, mais il faut rappeler que la population libanaise, c'est quoi, 5,5 maximum, 6 peut-être. Enfin bon, donc ça veut dire... C'est comme si 20 millions de Français... Oui, ils partent de partout, ils partent du sud, ils partent de l'est, maintenant du côté de la Beka. Donc des villes comme Nabatie ou comme Tyr, Sour en arabe, ce sont des villes qui ont été frappées pour que les populations s'en aillent. Donc tout ça fait une situation de chaos, mais je crains que... Et donc ne pas faire de cessez-le-feu dans cette affaire, ça veut dire qu'on veut vraiment instaurer une situation de chaos dans laquelle on va complètement maîtriser les choses. Et puis un mot sur le Hezbollah, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je rajouterais que quand vous allez dans le sud du Liban, vous êtes en face de gens du Hezbollah qui sont par exemple dans l'action sociale, vous allez à Beyrouth, vous rencontrez des députés du Hezbollah, quand vous allez du côté du gouvernement, vous rencontrez des ministres. Autrement dit, il y a tout un continuum entre ceux qui manient les armes et ceux qui sont dans le politique ou le social, et le tout très implanté dans la société libanaise, et tout particulièrement dans la société chiite. On va revenir sur ce point. On y reviendra, parce que c'est ce que ça nous dit aussi de la faiblesse de l'État libanais. Bien sûr, mais il faut voir l'importance de l'implantation. Oui, bien comprendre ce qu'est le Hezbollah et son implantation. C'est énorme. Et sur ce cessez-le-feu, Alexandra Chardon, on l'a déjà un peu évoqué, mais Benyamin Netanyahou n'a aucun intérêt ou aucune volonté d'amorcer un quelconque rapprochement ou de saisir ce tout petit bout de main tendue. Ah non, mais non seulement il n'a aucun intérêt, mais c'est sûr, il n'en veut pas. Et d'ailleurs, il le dit texto. Maintenant, de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ton, il me semble, a changé. C'est-à-dire que maintenant, il y va franco. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Et personne autour de lui... C'est quand il a dit, on décidera seul sur les cibles sur l'Iran, je crois. On décidera seul des cibles sur l'Iran. Après que Joe Biden lui a dit attention... Pas les installations pétrolières et pas les installations nucléaires. Et là, vous vous rendez compte, il a envoyé bouler le président des États-Unis en disant, de toute façon, maintenant, on décidera seul. Donc on voit bien que le ton a changé. Benyamin Netanyahou, là, maintenant, est parti dans une opération... Je suis d'accord avec Jean-Pierre Chaniolo, c'est plus une guerre, il se mêle à ça. Alors, on peut comprendre que les dirigeants israéliens aient envie de se débarrasser de la menace du Hamas et du Hezbollah, qui, c'est vrai, représentent des menaces. On l'a vu le 7 octobre, et on a vu les tirs sur le nord d'Israël, avec les habitants clairement vouloir la disparition d'Israël. Il faut rappeler le postulat de départ. Ça, on peut comprendre, sauf que là, on est au-delà. On est vraiment au-delà. Là, il y a plus une envie de vengeance, une envie de détruire, et surtout des lignes rouges qui ont totalement explosé. Totalement. C'est-à-dire les journalistes ne sont plus protégés, on peut s'en prendre à des journalistes, les humanitaires non plus ne sont plus protégés. Et maintenant, on voit bien l'ONU. Même l'ONU qui, normalement, il y a une espèce de, comment dirais-je, de bulle sanitaire, j'allais dire, au-dessus des agents de l'ONU. Là, ça ne compte absolument plus. Donc on voit bien que Netanyahou, maintenant, n'a plus ni filtre, ni ligne rouge, plus rien. Il est parti dans une espèce de croisade guerrière et on ne sait pas du tout où il va s'arrêter. Alors, vous parlez de l'ONU, peut-on évoquer un nouveau front d'une certaine façon, puisque le Premier ministre israélien cible la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. On écoute Benyamin Netanyahou. Le Hezbollah utilise les installations et les positions de la FINUL comme couverture pour attaquer les villes et les communautés israéliennes. Ces attaques ont coûté la vie à de nombreux Israéliens, y compris hier. Israël a tout à fait le droit de se défendre contre le Hezbollah et continuera à le faire. Nous regrettons tout préjudice causé au personnel de la FINUL et l'armée israélienne fait tout son possible pour prévenir de tels incidents. Mais la meilleure façon d'assurer la sécurité du personnel de la FINUL est que celle-ci tienne compte de la demande d'Israël et se mette temporairement hors d'état de nuire. Et j'accueille Audrey Bétas sur ce plateau. Bonsoir. Audrey, pour répondre à cette question très simple, qu'est-ce que la FINUL ? C'est la force intérimaire des Nations Unies au Liban. En clair, ce sont les casques bleus de l'ONU déployés dans le sud du Liban pour faire tampon avec Israël. Je vous montre une carte pour qu'on comprenne un petit peu mieux les choses. Vous allez voir, ils interviennent dans la zone qui est matérialisée
en bleu et le long aussi de cette ligne bleue. Une bande de terre de 120 km qui suit la frontière non officielle tracée par l'ONU en juin 2000 quand les troupes israéliennes se sont retirées du Liban. Frontière non officielle, je vais vous montrer une photo, vous allez comprendre pourquoi. Elle est matérialisée par ces barils bleu clair sur le terrain. Mais quel est le rôle de cette force ? Alors, cette mission de maintien de la paix, elle a été créée en 1978 et elle fait appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Je vais évidemment vous expliquer ce que c'est. Son mandat est renouvelé chaque année. Donc, pour faire appliquer cette mission, elle patrouille, elle observe, elle fait remonter les informations et elle évite autant que faire se peut l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah. Elle aide et forme aussi l'armée régulière libanaise, l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle aide aussi la marine libanaise à surveiller les eaux territoriales du pays. Par contre, elle ne peut pas intervenir sauf en cas de légitime défense. Notre mission au Liban est de contrôler la zone, d'aider le gouvernement libanais et les forces armées libanaises. Nous menons plusieurs activités avec la population locale afin de lui apporter un soutien et une aide. Notre équipe de psychologues aide une école d'éducation spécialisée. Alors là, vous avez entendu un casque bleu espagnol qui parle anglais. Espagnol, car il y a une cinquantaine de nationalités qui composent le contingent d'à peu près 10 000 membres. Parmi les principaux contributeurs, on a l'Indonésie en premier pays contributeur. On a ensuite l'Italie, vous allez le voir, et l'Inde avec 903 membres. La France, elle, fournit un contingent de 673 casques bleus. Et on peut parler d'une force qui est prise en étau. Oui, plusieurs de ces bases ont été les cibles de tir de la part d'Israël. Vous l'avez évoqué. En fait, Tsahal accuse la FINUL de servir de bouclier humain au Hezbollah. On l'a entendu dans l'interview, le son de Benjamin Netanyahou. Elle a filmé plusieurs de ces tunnels. Ça, c'est quand c'est les zones qui ont été ciblées. Et ensuite, Tsahal a filmé des tunnels qu'elle estime être des tunnels du Hezbollah. Ça, ce sont des images qui ont été filmées par l'armée israélienne. Des tunnels qui passeraient sous la fameuse ligne bleue que je vous ai montrée tout à l'heure et qui permet d'accéder à Israël. C'est pourquoi elle demande aux forces de la FINUL de se retirer. Ce n'est pas la première fois que la force est prise en étau. Depuis 1978, 334 soldats ont été tués lors d'affrontements entre Israël et le Hezbollah. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces précisions. David Rigoleros, que peut-on dire alors, est-ce que c'est un prétexte, ce que dit Benjamin Netanyahou? Quelle est la part de réalité dans les accusations portées par le Premier ministre israélien contre la FINUL? C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas demander à la FINUL des choses qu'elle n'est pas en mesure de faire. Alors, ce qui est le grief principal depuis le début, puisqu'on a évoqué initialement 78, mais c'est surtout à partir de 2006, c'est-à-dire le cessez-le-feu déjà d'un affrontement entre le Hezbollah et Israël, c'est que dans la mission de la FINUL, il y avait la constatation, elle était là pour constater le retrait de l'armée israélienne, ce qui était fait. Elle était là pour faire des patrouilles et vérifier que les choses se passaient correctement et que le Hezbollah se retirait au niveau du Litani. Parce que le Hezbollah... Litani, c'est le fleuve qui est à 30 km. Qui est au nord de la zone assurée qu'on a vu sur la carte. Et ça, c'était dans le mandat. Or, ça n'a jamais pu être effectué. Et donc c'est effectivement un contentieux depuis le début avec Israël qui considère que la FINUL finalement n'a pas rempli sa mission. Sauf que le problème c'est qu'elle n'a pas eu les moyens de le faire parce qu'effectivement c'est pas une armée, les casques bleus c'est pas une armée. Mais pour autant est-ce qu'elle sert de couverture au Hezbollah? Parce que c'est ce que dit Benjamin Netanyahou. À son corps défendant, c'est-à-dire qu'effectivement elle n'a pas été en mesure d'empêcher le Hezbollah de profiter d'un certain nombre d'angles morts, on va dire. Évidemment pas de manière délibérée, mais du coup ça donne une justification effectivement aujourd'hui pour les Israéliens de régler la question de manière manu militari. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être Alexandra Schwarzbord, ensuite je reviens vers vous, Jean-Paul Chagnollo, historiquement de la défiance entre les dirigeants israéliens et l'ONU? Si on prend un peu de recul, qu'on sort simplement de la situation. Les dirigeants israéliens ont quasiment jamais... comment dirais-je... Eu confiance ou... Non, ensuite je trouve plus mes mots. Ils n'ont jamais respecté les résolutions de l'ONU, et notamment la colonisation, c'est le premier, le principal. Ils s'assoient totalement sur les résolutions de l'ONU. Si vous voulez...
pour les dirigeants israéliens, l'ONU est là pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pour les empêcher d'aller au-delà de la ligne verte, c'est-à-dire la ligne qui normalement sépare la Cisjordanie du territoire israélien, et là pour les empêcher d'agir comme bon leur semble. Donc en ce moment, je pense que ce qui les gêne aussi dans la finule, c'est que ce sont des témoins. Et ils ne veulent pas de témoins sur le terrain en ce moment, les dirigeants israéliens et les militaires, parce qu'ils y vont franco. Je citais tout à l'heure toutes les lignes rouges, mais j'oubliais les principales, c'est les civils. Le nombre de civils qui sont tués pour atteindre 1 ou 2 hommes du Hezbollah. Et ça, donc, ils ne veulent pas de témoins. Et je pense que le pire pour eux, c'est que justement, les hommes de la finule sont des témoins. Jean-Paul Chaniolo, vous signez une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, justement, sur cette question du non-respect du droit international. Alors, par Israël, dans le cas précis, mais pas seulement. Vous dites que ça s'inscrit dans un mouvement plus large, c'est ça ? Il y a deux choses. C'est-à-dire que dans ce conflit, vous avez raison de recontextualiser ce qui se passe en ce moment du côté de Nakoura et dans le sud. En fait, il y a une absolue délégitimation par Israël de tout ce qui relève des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, de ce qu'elle représente, mais globalement du droit international. Oui. Lorsqu'il y a eu un avis le 19 juillet de la Cour internationale de justice, qu'est l'institution judiciaire des Nations Unies, sa réponse a été « c'est absurde ». Voilà, d'un revers de main qui disait que c'était une occupation dans le cadre du conflit israélo-palestinien, que la colonisation était illicite, etc. Et il a balayé ça d'un revers de main, mais c'est pas nouveau. Toutes les résolutions des Nations Unies ont été effectivement écartées. Le 27 septembre, il a fait un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a 3/4 des délégations qui sont parties. C'était impressionnant de voir ça. La grande salle des Nations Unies était vide ou presque. Et il a insulté les Nations Unies en disant, je cite, c'est un marécage d'antisémites. Enfin, il y avait une espèce de violence verbale incroyable. Et donc, on est dans ce cadre-là. Et donc, c'est l'idée qu'on ne peut pas avoir de témoins, et le droit international, et en particulier le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, dans la guerre, ça n'a aucune importance. C'est ce qui s'est passé à Gaza de manière terrible. Mais c'est vrai que si on passe encore au-dessus de ça, je veux dire, si on va plus loin, ce qui me frappe, moi, dans cette séquence des relations internationales dans lesquelles nous sommes, c'est justement que tout ce qui a été construit depuis des décennies sur la base du droit international, sur la base du droit international humanitaire, est balayé. Alors, il est balayé au Proche-Orient. C'est balayé évidemment en Ukraine. Quand on voit les manœuvres du côté de Taïwan, de la Chine, on peut se poser des questions. Donc si vous voulez, on est peut-être, j'en sais rien bien sûr, mais on a l'impression que dans un moment de basculement des relations internationales, le droit international dans les années, après la chute du mur de Berlin, dans les années 90, le droit international trouvait une centralité assez remarquable, et puis on a l'impression que tout ceci est jeté aux orties par beaucoup d'acteurs, et Israël s'insère dans cette affaire. Mais si on revient sur la question de Netanyahou, il s'engage dans une guerre qui n'en est pas vraiment une. Il est en train de créer un état de guerre sans qu'on en voit la fin. Et je crois que c'est ça où là, le rapport de force, c'est plus un rapport de force pour construire ensuite un débat diplomatique. Évidemment, on n'entre pas dans une conférence si on n'a pas les pistolets posés sur la table. Mais ensuite, je crois qu'il n'en veut pas, comme vous l'avez dit, et qu'il veut vraiment établir au-delà d'un rapport de force une domination par la force, avec juste un mot, les transferts de population qui me paraissent le plus inquiétant, d'autant plus que ça se fait aussi maintenant du côté de Naplouse. Ça commence à Naplouse aussi, c'est-à-dire en Cisjordanie. Je reviens à la défiance ou aux relations exécrables entre Israël et les Nations Unies. David Guirou-Rose, elle a été aggravée ou exacerbée quand même par le 7 octobre et les réactions à l'ONU juste après les attaques terroristes du 7 octobre. Ah oui, c'est incontestable. Il y avait une méfiance depuis très longtemps vis-à-vis de l'institution internationale, au motif que c'est pas un État mondial, c'est un forum de souveraineté aux intérêts divergents, parfois convergents, mais souvent divergents, qui sont à l'origine de son impuissance actuelle. Mais déjà, il y avait une formule de Ben Gourion en 1955 qui stigmatisait de manière en avance par rapport au général de Gaulle en disant « Shmoum ».
C'est-à-dire le machin, le truc. Voilà. C'est pas le général de Gaulle qui a inventé la formule. C'était lui qui avait initié cette formule. C'est un truc en caoutchouc, enfin qui veut rien dire. Bon, tout simplement parce qu'il y a une méfiance avérée par rapport au destin de l'État hébreu. Et c'est vrai que le 7 octobre, c'est une bascule. C'est plus de la méfiance, c'est une défiance profonde qui est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de condamnation rapide, immédiate. Pour partie alimentée par effectivement le retard dans la formulation explicite d'une condamnation et de l'établissement des faits. Et du point de vue des Israéliens, c'était insupportable. Et donc, il y a une cassure qui s'est faite là, ce qui explique les décisions postérieures, c'est-à-dire notamment, par exemple, le fait que ce secrétaire général soit persona non grata, c'est sans précédent. Enfin, je veux dire, comme geste, effectivement, c'est l'expression de cette défiance profonde. Et puis, les attaques plus ou moins fondées, je ne dis pas infondées, partiellement plus ou moins fondées, contre l'UNRWA, puisque l'agence a été obligée de reconnaître que c'est un petit nombre. L'UNRWA, c'est l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens qu'un petit nombre sur un grand nombre, mais enfin, effectivement, avait été partie prenante de l'opération 7 octobre. Donc ça a alimenté de manière supplémentaire, effectivement, une cassure, clairement, et c'est très mauvais, parce que on a besoin de l'ONU. Malgré toutes ses faiblesses, elle est indispensable, justement, pour servir on va dire, de catalyseur inhibiteur à des conflits potentiellement dévastateurs. C'est censé être un endroit où on continue de se parler. Voilà. Jean-Paul Chagnol. Oui, juste, quand on parle du droit international, pour beaucoup de téléspectateurs, c'est quelque chose d'assez flou, quoi. Quand on parle du droit international humanitaire, c'est-à-dire des règles qu'on doit respecter dans une guerre, là aussi c'est flou. Mais qu'est-ce que ça signifie, très précisément? Ça veut dire que les États, les acteurs du monde se sont mis d'accord sur un certain nombre de principes. C'est ça qui est fondamental. Quand on parle du droit international, ça veut dire que les États ont mis noir sur blanc ce qu'ils acceptaient. Après, ils peuvent les violer, mais ils s'y sont engagés. La Charte des Nations Unies, ça comprend l'ensemble du monde. Et il y a des principes fondamentaux, notamment l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force. Bon, et ça, on est supposé les tenir, quoi. Et donc, Israël ne veut pas entendre parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a une... Et c'est antérieur au 7 octobre, même si c'est vrai qu'avec le 7 octobre, ça s'est accentué, bien sûr. Mais avant, il y a la question centrale, puisque je parle de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. La colonisation, c'est quelque chose qui dure depuis les années 70, au minimum. Et ça, c'est condamné par les Nations Unies au nom du droit international. Ce principe, il est valable aussi pour quand la Russie attaque l'Ukraine, inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force, c'est-à-dire du Donbass, etc. Donc, il faut bien voir que moi, j'appelle ça un bien commun de l'humanité. La Charte des Nations Unies et le droit international. C'est ça qu'on a fabriqué, on a mis des décennies pour le faire. Et le droit international humanitaire, est-ce qu'il n'y a pas une part de précieux, si vous voulez. Une part de responsabilité de l'ONU elle-même dans son incapacité finalement à proposer des solutions ou à faire avancer les objectifs de paix? Je pose la question. Vous savez, l'ONU, c'est quoi? Alors, c'est plusieurs institutions, mais si on prend la plus connue, c'est le Conseil de sécurité, mais c'est quoi? Ce sont des États, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas l'ONU en tant que telle, c'est pas une organisation supranationale, c'est une assemblée d'États de 15 membres avec les prédominants et donc des rapports de force internes. Donc c'est les États qui dévitalisent les Nations Unies, qui sont incapables d'aller loin. L'exemple typique, c'est les États-Unis qui disent il faut un cessez-le-feu et qui en même temps livrent des armes de manière illimitée. Bon, il y a une contradiction. Donc les Nations Unies, c'est un bien commun de l'humanité, il faut le préserver. Et par ailleurs, il faut rappeler que les relations entre Netanyahou et le secrétaire général de l'ONU, Guterres, sont exécrables. Parce que Guterres n'a jamais mâché ses mots, il a toujours dit franco tout ce qu'il pensait, tout le mal. Des relations personnelles, Des relations personnelles. Et donc c'est pour ça qu'il a été à un moment interdit Il l'est toujours. Il est toujours interdit, ce qui est fou. C'est quand même le secrétaire général de l'ONU qui ne peut pas mettre un pied en Israël. Qui ne peut pas mettre un pied en Israël parce que les dirigeants Benjamin Netanyahu ne veut pas en entendre parler. Alors on va parler maintenant des relations entre la France et Israël et c'est lié évidemment à cette question des casques bleus présents au Liban. Sophie, ces relations qui sont en train de clairement se tendre. Absolument, elles sont exécrables elles aussi. Et Thomas a raison de ces tensions. Elles se trouvent au Liban où depuis plusieurs jours, selon certains confrères, l'armée israélienne ne préviendrait plus l'armée française de ses frappes là-bas, ce qu'elle faisait jusque-là. Et les tirs d'Israël sur les positions de la FINUL ne cessent pas. Il faut savoir que si les casques bleus les plus présents sur ce terrain ne sont pas français mais indonésiens, c'est bien notre nation qui détient la clé stratégique et financière de cette mission. La France et le Liban
c'est une longue histoire, évidemment. C'est le mandat français, la francophonie. Encore 22 000 ressortissants français au Liban. Et évidemment, on y pense, les chrétiens d'Orient. Et puis, c'est l'opération, il faut s'en souvenir, dans les années 80, l'opération Épaulard en 82 à Beyrouth, avec l'évacuation par le général Granger de la tête de l'OLP et de ses combattants, Yasser Arafat, qui était menacé par l'armée israélienne. C'est aussi l'attentat du Drakkar en 1983. On en reparle beaucoup ces temps-ci avec ces morts parachutistes français. Est-ce pour cette raison qu'Emmanuel Macron est aussi ferme? C'est sans doute en tout cas un déclencheur de ses propos réitérés sur la cessation des exportations d'armes vers Israël pour la guerre à Gaza et au Liban. Il a indiqué que la France ne tolérera pas de nouveaux tirs contre la FINUL, c'était il y a 3 jours, et ce mardi, il vient encore de monter vivement au front, rappelant qu'Israël n'avait pu voir le jour que grâce à l'ONU. Oui, c'était une déclaration lors du Conseil des ministres, je vais le citer précisément. Absolument. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Voilà ce que le président de la République a dit. Eh bien, ça ne va évidemment mettre beaucoup d'huile sur le feu et la pression contre Emmanuel Macron est extrêmement forte. On attend évidemment la réponse aujourd'hui de Benyamin Netanyahou qui a appelé dimanche le secrétaire général de l'ONU, donc Antonio Guterres, à mettre les casques bleus, je cite, à l'abri immédiatement. Donc en d'autres termes, ce qui leur revient à leur demander de se retirer. Pour l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Sarka, la FINUL n'a rien fait entre 2006 et aujourd'hui. Et la France, elle n'a pas l'intention de céder du terrain pour l'instant? Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'elle affirme. Et notre ministre de la Défense, donc Sébastien Lecornu, a indiqué lundi soir sur France 5 que les casques bleus ont vocation à rester. Pas question donc de céder à la demande. Ce sont les Nations Unies, a-t-il dit, qui ont mis ses forces. C'est aux Nations Unies de les retirer, sauf contre ordre des différentes nations contributeurs. Et justement, Thomas, une réunion de ces nations contributeurs a lieu demain à Paris. A lieu demain. Oui, ce mercredi, voilà. Absolument. Pourtant, la France, elle est, on peut le dire, assez mal à l'aise sur ce sujet libanais. Oui, et la droite, Thomas, en particulier, historiquement, elle est liée au Liban. Valérie Pécresse, d'ailleurs, est une des rares à s'être fait entendre sur le sujet. Dans un message sur le réseau social Twitter, le 9 octobre, elle s'est dite choquée par les déclarations belliqueuses de Benyamin Netanyahou sur le Liban. À l'entendre, le peuple libanais ne peut être sanctionné tout entier pour les actes du Hezbollah, et c'est l'existence même du Liban qui est en péril. Beaucoup à droite, ces temps-ci, et pas seulement d'ailleurs, se montrent d'une prudence extrême, ne parvenant pas à démêler leurs sentiments entre un soutien à Israël qui ne signifie pas un soutien inconditionnel au gouvernement et un soutien à nos alliés historiques du Liban. Merci beaucoup Sophie. On reviendra sur l'existence même du Liban, l'existence même du Liban qui est en péril. On réagira à cette phrase de Valérie Pécresse, mais peut-être sur les propos d'Emmanuel Macron, Alexandra Schwarzbrod, en Conseil des ministres. Donc c'est dans un cadre qui est un cadre très officiel, relativement solennel. Donc cette phrase n'est pas prononcée par hasard. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps à condamner notamment les bombardements sur Gaza. On a bien vu que les Français étaient un peu... La voix de la France n'est plus vraiment entendue et comprise au Proche-Orient parce que c'est plein d'allers-retours, de 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Et Emmanuel Macron n'a pas su, il sent pas. C'est pas une région qu'il sent. Lui, c'est un homme qui se sent bien en Californie avec le monde, dans le monde de la tech. Le Proche-Orient, il comprend pas. Il comprend pas. Donc il a mis du temps à savoir quoi dire, comment réagir. Il a condamné, bien sûr, heureusement, le 7 octobre, mais ensuite il a eu beaucoup de mal à condamner les bombardements sur Gaza. Et là, on voit que tout à coup, il y a eu plusieurs petites phrases depuis une semaine, 10 jours. Il faut dire que maintenant, il lui reste plus que ça, Emmanuel Macron, c'est l'international. Et il voit bien l'émotion créée en France par ce qui se passe au Liban, après ce qui s'est passé à Gaza. Et donc là, il sent bien, je ne dis pas qu'il n'est pas sincère, mais enfin... Je pense qu'il sent bien qu'il a sans doute une carte à jouer pour exister à nouveau sur la scène nationale. Et donc, il se dit qu'intervenir comme ça, avec un peu de fermeté sur le Liban, ça peut lui donner un petit coup sur les doigts de Benjamin Netanyahou. Ouais. Ça peut lui être profitable politiquement. Alors, on discutait de ça avant que l'émission ne démarre. Quelle pourrait être la réaction du Premier ministre israélien? Elle vient de tomber. Il
s'adresse à Emmanuel Macron et dit s'opposer à un cessez-le-feu unilatéral au Liban. Peut-être David Rigoleros sur ce point précis, rappeler à Israël que le pays a été créé par une décision de l'ONU, c'est quand on sait tout ce qu'on vient de dire sur les relations difficiles, le mot est faible, entre Israël et les Nations Unies. C'est quoi? C'est une provocation vis-à-vis de Benjamin Netanyahou? Comment vous l'expliquez? Je pense que le président, c'est la traduction de son irritation, une forme de vexation par rapport à certaines discussions qu'il a eues avec le Premier ministre israélien. Le problème, c'est qu'on est dans l'Orient compliqué, ce que vous évoquez. Et donc là, on touche les limites du en même temps macronien. C'est-à-dire que son message est brouillé. Il n'est pas lui-même, probablement par moment, ajuste de manière au fil de l'eau. Et donc ça explique aussi les difficultés du positionnement de la France. Mais est-ce que c'est pas difficile pour tous les chefs d'État? Si, mais il y en a qui sont peut-être plus prudents. Plus en surplomb. L'Espagne est très proactive quand même avec son Premier ministre. Mais différemment. Le problème, c'est qu'on s'investit d'un rôle très particulier au Liban. Et on n'a probablement plus les moyens de nos ambitions. Et ça, c'est aussi difficile à admettre, je pense, au niveau de l'exécutif français en général, pas de la personne uniquement, mais je veux dire, c'est quand même difficile à admettre par rapport à ce qui avait été pendant les décennies passées. Vous parliez du chaos régional, peut-être sans doute souhaité par Benjamin Netanyahou tout à l'heure, Jean-Paul Chagnolot, sur l'existence même du Liban en péril. Ce que disait Valérie Pécresse, c'est pas la seule à dire ça depuis quelques semaines, évidemment. Votre avis là-dessus, est-ce que c'est l'État libanais étant faible, la crise économique étant ce qu'elle est depuis des mois et des mois, est-ce qu'effectivement l'existence de ce pays est en péril? Je crois qu'il est gravement en péril, bien entendu. Il est dans une situation économique et sociale comme jamais, même du temps de la guerre civile entre 1975 et 1989-90. Donc c'est vraiment terrible ce qu'il vit depuis plusieurs années maintenant. Et se surajoute évidemment cette tragédie, quoi, avec ces transferts de population qui bouleversent tout. Mais quand vous parlez d'État libanais, en réalité, si on définit l'État, si on joue les universitaires que je suis, qu'est-ce que c'est qu'un État? C'est avoir le monopole de la violence physique légitime pour être capable d'assurer la sécurité de ses citoyens et puis la sécurité aux frontières. Ça fait bien longtemps que si on prend ces définitions, il est clair qu'il n'y a pas d'État libanais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a une troïka qui gouverne le Liban et c'est intéressant parce qu'il y a un président sunnite, mais actuellement il n'y a pas de président chrétien depuis 2 ans, il n'y a pas de président. Il y a un Premier ministre qui assure les affaires courantes dans une situation pareille, c'est pas jouable. C'est Mikati, il est sunnite. Et puis il y a le président de la Chambre qui est chiite, lui. Et ce qui est intéressant aujourd'hui... Et on rappelle que le Hezbollah est une organisation chiite. C'est ça. Et donc là, Nabi Berri, c'est une autre organisation qui est Amal, mais qui est quand même très proche du Hezbollah. Donc qui parle au nom du Hezbollah quelque part dans les institutions, parce que le Hezbollah est dans ces institutions, c'est le troisième pilier de cette troïka. Donc vous voyez bien, on n'est pas dans un État aujourd'hui, on est dans cette troïka qui en fait ne conduit à rien, parce que c'est l'immobilisme le plus total sur tous les plans, c'est grave. Et donc si on surajoute ce qui vient de se passer, c'est une déliquescence pas simplement de l'État qui n'existait pas vraiment, mais de la société elle-même. Ce qui va se passer, c'est vraiment un déchirement de cette société, avec sans doute l'idée derrière la tête de Netanyahou de faire en sorte que la communauté chiite soit marginalisée, comme elle le fut historiquement pendant très longtemps. Donc il y a tout ça qui se joue. Donc c'est peut-être une décomposition de la société libanaise qui est en cours, et ça c'est dramatique, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments de repère, il n'y a plus de ces éléments qui tiennent quelque chose à partir duquel on peut construire un État. Si la société elle-même est à ce point bouleversée, comment voulez-vous essayer de construire un État dans ces conditions? C'est vraiment donc, effectivement, le Liban est dans une situation absolument apocalyptique aujourd'hui. Oui, mais avec aussi une part de responsabilité du Hezbollah dans la déliquescence dont on parle, et peut-être, Alexandre, allez-y, vous vouliez... Non, excusez-moi, je veux pas... Non, mais je veux dire, oui, bien sûr que le Hezbollah a une responsabilité. Oui. C'est clair, il l'a eu aussi au moment de la guerre en Syrie, enfin, c'est évident. Mais en même temps,
Netanyahou aurait pu, à un moment donné, d'autant plus que le Hamas est vraiment très affaibli, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est très affaibli militairement, évidemment, la preuve c'est que les troupes peuvent monter vers le nord, les troupes israéliennes, à un moment donné, ils pouvaient faire un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu aurait été accepté. Et donc on aurait pu calmer le jeu, et ensuite réintroduire une résolution, juste encore un mot, qui est la résolution du 10 juin, qui était celle qui appelait au cessez-le-feu sur la question initiale, qui était l'affaire de Gaza. Donc voilà, et malheureusement, Netanyahou, qu'on voit vraiment avec ce regard déterminé, je crois qu'il va aller très loin. Il écrase tout ce qui peut être de l'ordre du diplomatique. C'est ça qui est terrible. Oui, Alexandra Schwarzbrod, est-ce qu'il y a une partie des Libanais qui espèrent finalement un affaiblissement suffisant du Hezbollah pour reconstruire un pays différemment? Dans un premier temps, oui. Je pense que beaucoup de Libanais se sont sans doute sentis soulagés que le Hezbollah soit affaibli. Mais là, je crois que les Libanais voient bien ce qui est en train de se passer. Jean-Pierre Chagnolot l'a bien décrit, le nombre de déplacés. Le Liban n'est plus un pays où l'on peut vivre sereinement. Enfin, tout le pays est menacé. Donc, je pense qu'il va falloir du temps, mais c'est vrai que ça va. Tout dépend de la façon, combien de temps va durer cette offensive israélienne sur le Liban. Tout dépend si Netanyahou envisage de faire du Liban ce qu'il a fait de Gaza, c'est-à-dire de quasiment tout détruire pour être... puisqu'on voit bien que maintenant, il bombarde le nord, il n'hésite pas à bombarder Beyrouth, qui est quand même la capitale. Donc là, il bombarde partout. Donc tout dépend le degré de destruction du Liban. Si rapidement, mais ça on le saura très vite, parce que n'oubliez pas qu'il y a une échéance là qui approche, c'est le 5 novembre. Le 5 novembre, les élections américaines. Donc, en fonction du président ou de la présidente qui sera élu, ça risque d'avoir un impact majeur sur la situation dans la région. Si c'est Donald Trump, qui partage beaucoup avec Netanyahou, et notamment dans le rejet du multilatéralisme, on vient d'en parler, là, le Premier ministre israélien risque d'avoir un boulevard. Si c'est Kamala Harris, ça va être intéressant de voir si elle tape du poing sur la table ou pas, et ce qu'elle peut faire. Mais donc, voilà, on va voir combien de temps ça dure. Si ça devait s'arrêter rapidement, en effet, je pense qu'au Liban, il y a politiquement peut-être un espace pour que un gouvernement puisse se mettre en place sans le Hezbollah. Dernier thème, il nous reste 3 minutes. Je voudrais vous entendre les uns et les autres sur la riposte israélienne potentielle à l'attaque de l'Iran du 1er octobre dernier. Je commence avec vous, David Riguleros. Ça fait 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une stratégie du cabinet de guerre israélien, il y a beaucoup de pression quand même sur Netanyahou pour limiter l'ampleur de cette riposte. Oui, c'est incontestable. Même si on pense que Netanyahou fait ce qu'il veut, pas tout à fait quand même. Il y a des pressions américaines qui sont très fortes. Et notamment, ça explique les arbitrages au Conseil au cabinet de sécurité. Oui. Ça n'a pas été et c'est pas tellement dans la nature de Netanyahou qui a envie de réagir fort tout de suite. Donc c'est le signe quand même d'hésitation et apparemment il y a eu une communication importante avec Joe Biden. Il y a 48 heures, qui était la première depuis 2 mois. Donc sur la question du ciblage. Et notamment, on verra si c'est conforme à ce qui est en... Oui, parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre israélien a dit mon pays décidera seul des cibles éventuelles en Iran. Mais en même temps, il a dit... C'est peut-être juste de la communication. Et en même temps, qu'il ne ciblerait pas le nucléaire et le pétrolier, qui embêterait beaucoup, évidemment, dans la campagne américaine. Le pétrole, c'est le veau d'or. Donc, on verra si, effectivement... Parce qu'il peut penser aussi que c'est son intérêt de ne pas cibler ça dans l'immédiat. S'il y a une logique escalatoire, il faut qu'il y ait une étape supplémentaire. Et ça pourrait être l'étape supplémentaire. Jean-Paul Chagnolot, d'ailleurs, c'est intéressant de regarder les marchés financiers qui ont anticipé l'hypothèse qu'effectivement il n'y aurait pas de frappe israélienne sur les sites pétroliers et nucléaires, mais surtout pétroliers iraniens, par une baisse du prix du baril de pétrole. Bref, c'est aussi un indicateur qui est pas inintéressant. Oui, mais quand on parle d'escalade, on y est déjà. Il ne faut pas oublier que l'attaque iranienne importante qui a eu lieu il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, c'était une riposte
à l'attaque, à l'assassinat de Nasrallah. Danier à Téhéran. Oui, c'était quand même une humiliation terrible. Et puis ensuite, Nasrallah, bien entendu. Donc c'était déjà une riposte. Donc là, on est dans une riposte. Donc effectivement, on est dans une escalade. Et donc c'est très important de voir quelles sont ses cibles. Et je ne crois pas beaucoup aux pressions sur lui. Par contre, il y a une configuration qui peut jouer, c'est que les États du Golfe n'ont pas du tout envie d'être embarqués dans une guerre régionale, car pour le coup, ces États si forts comme le Qatar ou comme les Émirats, dans une guerre, ils ne seront pas si forts que ça. Donc ils seront au contraire d'une grande fragilité sur le plan stratégique. Donc ça doit jouer beaucoup aussi dans les équilibres. Et pétrolier. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est-à-dire, si on joue là-dessus, les plus vulnérables sont à quelques jets de pierre de l'Iran. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Alexandra Schwarzwald, on vous lit dans Libération, évidemment. Je vais citer Jean-Paul Chagnollo, votre livre Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, qui est publié aux éditions Actes Sud, et David Rigolet-Rose, le numéro de la revue Orient Stratégique, consacré justement au Liban, polycrise et menaces existentielles. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.